Il est 19h50. Bonsoir à tous. Voici les titres de l'actualité de ce vendredi. À la une ce soir, 4 jours supplémentaires pour recueillir les propositions des partis politiques et même de la société civile pour une réforme du code électoral. Le groupe des 7 formations politiques de l'opposition vient de proroger la date limite fixée à hier. Mais que pense le Cameroun People's Party de ce projet qui rassemble des formations politiques? Edith Kawala est notre invitée de la semaine ce soir. Avec Lil Piedjou, la présidente du CPP évoquera d'autres questions liées à l'actualité de notre pays. À la une également ce soir, question autour de la task force créée pour la gestion des fonds alloués pour la lutte contre le Covid-19 au Cameroun. Quelle est la pertinence de la mise sur pied d'une telle structure? Jusqu'où s'étendent les prérogatives de celle-ci? Toute la polémique autour de sa mise sur pied est-elle justifiée? Des interrogations auxquelles nous tentons d'apporter des réponses dans cette édition. Et plus de 11 000 personnes victimes de paludisme en 2020 au Cameroun. La maladie est responsable de près de 40% d'hospitalisation dans nos hôpitaux. L'État envisage de créer un insectarium au Centre Pasteur de Yaoundé pour lutter efficacement contre la malaria. Qu'est-ce qu'un insectarium? À quoi sert-il? Des réponses, vous l'aurez dans cette édition également. Voilà pour le sommaire. Bienvenue au 19h50. Je vous le disais en titre, réforme du système électoral camerounais. L'échéance des contributions prévues autrefois pour le 15 avril, reportée au 20. C'est la quintessence d'un communiqué de presse publié au nom des leaders politiques par Tomaino Ndamjoya, les leaders des 7 formations politiques réunies il y a quelques semaines à Yaoundé. Encore 4 jours donc pour permettre à plus grand nombre de compatriotes d'apporter leur contribution. Delphine Fonkouten et Constant Kamga nous en disent davantage. Au 15 avril, initialement prévu comme date limite de réception des contributions, un engouement manifeste des citoyens s'est fait ressentir au niveau du secrétariat technique de la plateforme. Au lendemain de cette première échéance, selon certaines indiscrétions, des propositions individuelles des Camerounais, d'ici et d'ailleurs, des partis politiques au rang desquels ceux engagés en première ligne dans la réforme de ce système électoral, des organisations de la société civile, notamment Offre Orange, Dynamique citoyenne, ont été adressées par voie physique ou électronique. Compte tenu de cette grande sollicitude, les leaders politiques de la société civile engagés dans ce chantier ont décidé de renvoyer l'échéance au 20 avril, soit 5 jours après le premier délai. La raison? Donner la possibilité à un plus grand nombre de Camerounais d'envoyer leurs idées pour l'amélioration, sinon le perfectionnement du code électoral actuel. Parmi les aspects abordés dans la grille de propositions reçues, le bulletin unique, la durée et le nombre de mandats du président de la République, le rôle et la structuration d'Elections Cameroun. En rappel, les leaders politiques de la société civile camerounaise, après plusieurs concertations, ont mis sur pied le 30 mars dernier une plateforme de discussion visant à corriger les manquements du code électoral actuel. Les différents membres de ce groupe de travail se réuniront d'ici peu en vue d'examiner les différentes suggestions dans leurs unicités et diversités. Mais avant, le secrétariat technique reste ouvert pour toute nouvelle proposition. Peut-être que le parti au pouvoir, resté jusqu'ici observateur, se manifestera enfin. Et on vous l'a dit, hier 15 avril était date butoir pour recueillir ces propositions. La date a donc été prorogée pour le 20.
pour recueillir à nouveau des propositions pour un code électoral au Cameroun après l'initiative des leaders politiques de l'opposition récemment à Yaoundé. Ce vendredi donc, dans le fauteuil de l'invité de la semaine, Edith Kawala, la présidente du Cameroun People's Party, dans une sortie après cette rencontre, a signifié à l'opinion publique n'avoir pas été contactée dans cette démarche et met beaucoup de réserves quant à la réussite de celle-ci avec le régime actuel. Edith Kawala est l'invitée de la semaine de Lil Pidou ce soir. Bonsoir Edith Kawala. Bonsoir. La scène politique également animée ces derniers jours avec l'initiative de certains leaders de l'opposition d'ouvrir ou de réouvrir le front de la révision du code électoral. Vous, en tant que présidente d'un parti politique de l'opposition, votre absence a été remarquable par l'opinion publique. Faut-il considérer donc votre absence-là comme une perte d'influence de votre parti politique et son dirigeant que vous êtes sur la scène politique camerounaise? Par rapport à cette réunion, nous n'avons pas été invités. J'ai eu des discussions avec notamment la présidente Ndam Joya, qui a initié, qui était l'un des initiateurs. C'était une réunion initiée essentiellement par les partis qui sont à l'Assemblée nationale et ils ont associé le président du MRC qui lui aussi avait lancé un appel par rapport au code électoral. Donc il n'y a aucune tension entre nous, il n'y a aucun problème entre nous. Tout le monde le sait, le CPP est dans le cadre de Stand Up for Cameroun. À Stand Up for Cameroun, nous disons pas d'élection avec ce régime. Nous ne croyons pas du tout, alors pas du tout, que le même régime qui a en ce moment où nous parlons encore une centaine de personnes en prison qu'ils ont arrêtées parce que ces personnes-là revendiquaient par rapport à la dernière élection. Nous ne pensons pas que ce régime-là, qui a les gens en prison à cause des élections, va faire des modifications sur le code électoral. Et on a vu Elecam lancer déjà des correspondances par rapport justement à ce code électoral-là. On a vu également dans la démarche de ces leaders de l'opposition, ça veut dire que quelque chose peut bouger quand même, quelque part, non? Ça fait 30 ans que nous revendiquons la modification. On va vous dire qu'il n'est jamais trop tard. Électoral. Pendant ces 30 ans-là, il y a eu beaucoup de mouvements de ce genre. Il y a eu beaucoup de mouvements. Il y a même eu des avancées significatives. Le SDF, dans les années 90-2000, a revendiqué les urnes transparentes. On les a eues. Il y a eu des petites avancées. Les élections ne sont pas devenues transparentes et justes pour autant. Nous avons un régime qui a réussi à faire des élections un instrument pour s'asseoir au pouvoir et conserver son pouvoir. Ça veut dire que vous n'y croyez pas du tout à cette rencontre-là et cet espoir, parce qu'on a vu qu'au niveau de ces leaders-là, il y a l'espoir. On n'y croit pas du tout que le régime Biya, après 38 ans au pouvoir, après on ne sait combien d'élections manipulée, frauduleuse, va aujourd'hui dire « Ah, ce qu'il faut faire, c'est faire des élections libres et transparentes. » On n'y croit pas du tout. D'accord, c'est très bien noté. On constate qu'en dehors de votre absence, que les leaders de l'opposition qu'on a vus ensemble ne parlent plus exactement le même langage en attendant la date butoir pour recueillir les propositions d'ici le 15. Est-ce que finalement la division au sein de l'opposition aujourd'hui ne constitue pas une fatalité, si l'on peut dire ainsi, Edith Kawala? Pas du tout, pas du tout. Je crois qu'il est important d'intégrer là où les leaders de l'opposition doivent se mettre d'accord et là où c'est absolument normal et souhaitable même qu'ils aient des divergences. Là où nous sommes d'accord, c'est que ce régime doit partir. Là où nous sommes d'accord, c'est que
nous devons absolument tout faire pour mettre fin à ce régime. Maintenant, là où il y a des divergences, c'est sur le comment. Et ça aussi, c'est normal. Mais pourquoi vous ne vous mettez pas ensemble, tous les leaders de l'opposition, là, pour faire basculer justement le régime, si c'est ça l'objectif final? Parce qu'ensemble, on est plus fort, c'est ce qu'on dit. Bien sûr. Et le ensemble, c'est pour faire quoi? C'est là où il y a les divergences. Donc, les divergences, c'est que vous avez, par exemple, les partis politiques qui sont au sein de Stand Up for Cameroun qui disent c'est par l'action non violente du peuple que le régime va basculer. C'est ce que nous avons vu et nous nous basons sur nos analyses, sur les faits historiques qui nous démontrent qu'une dictature, une autocratie n'a jamais basculé dans l'histoire par les élections. Ça bascule toujours par l'action du peuple. Maintenant, vous avez d'autres, comme vous avez dit, qui ont espoir, qui disent, voilà, on pense que si on change ci, on change ça, dans le code électoral, on va pouvoir s'en sortir. Donc, voilà les différences d'opinion. Ce n'est pas pour autant que nous ne nous parlons pas, que nous n'avons pas des échanges. Comme je vous dis, tous ces leaders-là, nous sommes, contrairement à ce que les Camerounais pensent, hein, nous sommes en contact, nous avons des échanges courtois, mais nos divergences d'approche sont réelles. On ne va pas aussi dire, voilà, je ne crois pas à la modification du code électoral, mais je vais me mettre ensemble pour aller modifier le code électoral. Edith Kawala, merci d'avoir accepté cette invitation et d'être l'invitée de la semaine du Canada International. Merci, c'était un très grand plaisir d'être là. Edith Kawala et Lil Piediou dans un entretien tourné le mercredi 14 avril dernier, un jour bien sûr avant la date butoir pour le recueil des contributions pour la formulation d'un code électoral au Cameroun. Retrouvez donc l'intégralité de cet entretien demain lorsqu'il sera 13h sur notre antenne. Parlons des questions de santé à présent. Le paludisme qui demeure un problème majeur de santé publique au Cameroun. Taux de prévalence de cette maladie qui tue des milliers de personnes chaque année dans le pays, 26%. Elle est responsable d'à peu près 40% d'hospitalisation dans nos hôpitaux. Le Cameroun est engagé dans le combat contre cette maladie. La France l'accompagne dans cette lutte acharnée. Un insectarium sera créé au Centre Pasteur du Cameroun à Yaoundé grâce à ce pays frère et ami dans les tout prochains mois. Le Conseil de coopération et d'action culturelle de l'ambassade de France au Cameroun y a effectué une visite aujourd'hui. Question de jeter un coup d'œil dans les locaux qui abriteront ce projet. La visite intervient en prélude à la journée mondiale du paludisme qui sera célébrée le 25 avril prochain. Un tueur silencieux qui continue à faire des victimes dans le pays. Karel Mezatiachoya et Luc Vono nous présentent cet insectarium. Des études récentes révèlent que 80% de la population dans les zones endémiques portent le parasite Plasmodium falciparum, mais ne font pas la maladie. De véritables réservoirs du paludisme. Ces personnes asymptomatiques sont la cible des scientifiques du laboratoire de recherche sur le paludisme du Centre Pasteur du Cameroun. On regarde le système immunitaire de population pour identifier le facteur qui peut nous aider à développer le nouveau vaccin contre le paludisme. Les recherches vont prendre une vitesse de croisière grâce à l'insectarium qui sera créé juste en face du laboratoire. Les locaux déjà prêtés pour la circonstance n'attendent que les appareils et autres matériels qui seront mis à disposition par la France. Le nécessaire pour permettre aux scientifiques locaux, en parfaite symbiose avec l'Institut de recherche et de développement, d'intensifier leurs travaux pour apporter des réponses plus efficaces contre le paludisme. C'est ce qu'attend le conseiller de coopération et d'action culturelle de l'ambassade de France au Cameroun en visite de travail ici ce 16 avril à Yaoundé. C'est aussi de l'innovation technologique qui est tout à fait adaptée ici au Cameroun et à l'Afrique. Et nous, bien évidemment, l'ambassade de France, de par l'histoire qu'on a avec le Cameroun, on essaye d'accompagner cela. L'insectarium, une fois opérationnel dans quelques mois, va améliorer le cadre et les conditions de travail
de ces acteurs de la santé. L'insectarium est très important pour étudier déjà en premier le paludisme et éventuellement d'autres maladies transmises par les moustiques. Plusieurs partenaires, dont la France, apportent une contribution financière pour le succès de ce projet. Toujours en santé, les fonds alloués pour la lutte contre le Covid-19 au Cameroun sont gérés depuis quelque temps sous la coordination d'un groupe de travail logé à la présidence de la République et mis sur pied par le chef de l'État lui-même. Elle a assuré justement la même mission pour les préparatifs de la Coupe d'Afrique des Nations 2021. On se souvient, la pertinence de la mise sur pied d'une task force interroge plus d'un. Nous avons tenté d'en savoir plus dans cet élément que nous proposent Alain Ghislain Kanga et Michel Foucault. Le groupe de travail logé à la présidence de la République est assimilé à une unité opérationnelle. La task force, mise sur pied par le chef de l'État et sur le front de la gestion des fonds de Covid-19, évaluée à plus de 180 milliards de francs CFA. Sa mission, coordonner la réponse nationale face à la pandémie. Je pense qu'au niveau de la présidence, puisqu'ils sont en haut, ils voient un peu tout ce qui se passe en bas, ils ont dû se rendre compte qu'au niveau opérationnel, il y avait des difficultés. La task force s'inscrirait a priori dans la perspective de la transparence au regard de la complexité de la situation sanitaire imposée par le coronavirus. Mais avec toujours le même souci, c'est le principe des task force. En général, c'est contrôler la gestion des coûts et le respect des délais dans le cadre des procédures qui sont mises en place. Contrôler la gestion des coûts, c'est la même mission assignée à ce groupe de travail coordonné par le secrétaire général de la présidence de la République dans l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations 2021. Mais en plus des 163 milliards de francs CFA mobilisés pour la construction du complexe sportif d'Olembe, les 55 milliards débloqués par le président de la République préoccupent. On ne pouvait pas construire une infrastructure sans argent. En réalité, après le départ de Pitini, le Cameroun n'avait pas d'argent. Parce que l'ensemble du financement du stade d'Olembe, 163 milliards, était un financement italien et le Cameroun devait apporter des fonds de contrepartie de 15 milliards qu'il avait déjà dégagés. Et du coup, au niveau budgétaire, le Cameroun n'avait rien prévu pour mettre sur Olembe. Donc lorsque les Italiens partent, le Cameroun se retrouve sans argent. Et on aurait pu faire des prélèvements sur le budget national, donc sur le Trésor, mais vous savez quelle est la situation du Trésor qui est fortement sollicité. Les départements ministériels impliqués dans l'organisation de l'événement constituent une sorte de pôle d'attelage. Sur le plan opérationnel, le maître d'ouvrage, le chef d'orchestre, c'est d'abord le ministre des Sports. Donc c'est à lui que nous devons les choix opérationnels qui sont réalisés et qui ont donné les résultats que nous avons obtenus dans le cadre de l'organisation du CHAN. Mais au-delà du ministre des Sports, lorsque nous avons des problèmes de ressources, notamment les ressources financières, lorsqu'il faut les mobiliser sur le marché local, nous faisons appel au ministre des Finances. Lorsqu'il faut rechercher des financements internationaux, c'est le ministre de l'Économie. Et au-dessus, pour des problèmes de coordination, parce que vous n'imaginez pas combien de ministères sont impliqués dans le cadre de l'organisation d'un événement comme celui-là, eh bien, nous avons une instance de coordination et de facilitation qui est en réalité un groupe de travail logé à la présidence de la République qu'on a appelé Task Force. La Task Force est composée d'un représentant des services du Premier ministre, de 2 envoyés spéciaux du ministère de la Santé et ceux des Sports, de représentants du ministère des Finances et de la Défense, ainsi qu'un membre de la Direction générale de la Sûreté nationale. Rendons-nous à présent en Gaoundéré 2e, Ramadan dans le contexte du Covid-19. Sa Majesté Lamido Ayatou Issa a renouvelé et renforcé les interdictions de l'année dernière pour stopper la propagation inquiétante de la pandémie observée ces derniers mois dans la ville de Gaoundéré. Les détails dans ce reportage de Yasset Rezotanon et Abdulaziz Dewa. 2e Ramadan dans le contexte du coronavirus. Le Lamido Ayatou Issa de Gaoundéré renouvelle et renforce les interdictions de l'année dernière pour stopper la propagation inquiétante de la pandémie observée ces derniers mois dans la ville. C'est à la suite d'une réunion avec les imams et les chefs du quartier, ainsi que les grands notables de la cour royale. Sa Majesté de Lamido de Gaoundéré a demandé à ce que la prière de Isha et la prière de Tarawih ne dépasse pas 30 minutes.
et que les imams, à la fin de la prière de Tarawih, doivent faire des invocations, n'est-ce pas, de Gounout, pour que Allah le Tout-Puissant éradique, n'est-ce pas, cette pandémie de Covid-19. Concernant les négationnistes et tous ceux qui appellent au boycott au nom de la religion, le grand imam est formel. Tous les fidèles qui viennent pour faire la prière dans les mosquées, n'importe quelle mosquée, il faut respecter les mesures barrières. C'est-à-dire porter les cache-nez et laver les mains et aussi respecter la distanciation, au moins 1 mètre. Des recommandations aussitôt validées par les autorités administratives et appliquées dans toute la région de l'Adamawa. Il est donc question de relever le défi du respect des mesures barrières contre le Covid-19, un challenge pour les lieux de culte à travers le pays. Ce soir, nous nous introduisons dans une mosquée pour vivre à la fois l'ambiance du premier vendredi du mois de Ramadan et l'effectivité du respect des mesures barrières contre le Covid-19. C'est avec Monique Naossi-Fosso et Marius Kosso. Ces invocations pour la paix et l'unité entre les musulmans sont les premières prières de la mosquée Salam. En ce premier vendredi du jeûne du mois de Ramadan, l'accent est mis sur la sensibilisation contre la pandémie du Covid-19. 1, d'abord laver leurs mains. 2, n'oublie jamais le cache-nez. Et 3, la distanciation. C'est une obligation. Même les heures de prière, nous avons instauré dans d'autres mosquées, et même ici à Songonga, c'est ce que nous venons de dire à toute la communauté. L'épidémie est là, la maladie existe. Il faut que les gens soient très sages. C'est le message de notre chef de l'État, son Excellence Paul Biya. Que le Covid ne passe pas par cette mosquée. Et c'est la même chose que nous avons passé comme message dans d'autres mosquées. Plus que 26 jours et ce sera terminé pour cette période d'intense prière et de jeûne. Et pour espérer d'Allah les retombées de ces efforts spirituels, les dignitaires religieux recommandent aux imams de la mosquée et autres encadreurs à servir d'exemple. La communauté n'en manque pas de soucis, n'en manque pas de problèmes et la SIC doit se tenir pour réorganiser la communauté musulmane dont ce sont les meilleurs. C'est une joie énorme. L'un des défis à relever ici, c'est l'installation des points de lavage des mains et la réduction du nombre de personnes dans ce lieu de prière afin que la distanciation physique soit effective. Retour des pluies et leur corollaire de dégâts, les fortes précipitations ont été sans pitié pour les populations du département du Mungo dans le littoral. Les infrastructures routières affectées tout autant que les édifices scolaires. Monique Naossi-Fosso et Emmanuel Gomba pour les détails. Ce mur endommagé représente l'un des dégâts subis par le lycée bilingue de Konsamba après le passage des pluies cette matinée. La dégradation de ce mur long de 60 mètres expose cet établissement scolaire à toute forme d'invasion et accentue les risques d'insécurité. Tout un pan du mur s'est écrasé sur le sol à cause de la forte pente que la grande pluie a drainé par rapport à l'eau. Donc c'est un mur de près de 60 mètres qui est au sol. Et ça fait que le lycée est en insécurité. Donc, comme on le dit, c'est la grande porte des étoiles qui s'est ouverte. Même sur ces tronçons routiers de Konsamba 3e, l'orage a laissé ses marques. Des routes en chantier et dont la pression des pluies impose un éternel recommencement, à moins de construire autrement. Reprise imminente du transport de passagers sur la ligne ferroviaire Yaoundé-Douala après 5 années d'interruption. Le sujet au menu de la 36e session du Comifer tenue ce jour à Yaoundé affiche une diligence particulière. Tous les acteurs du transport ferroviaire s'y adonnent justement. Où en est-on plus concrètement? Réponse dans cet élément que signent Anong Efak et Serge Alanzibou. Il arrive, le nouveau train passager du réseau ferroviaire. Train express tant attendu devant assurer la desserte de l'itinéraire Douala-Yaoundé. La mort du train Intercity constatée depuis 2016 après la catastrophe des Eka est ici prononcée. Le temps de la 36e session du comité interministériel des infrastructures ferroviaires. 5 années après,
Ce ne sera plus Intercity, mais le train express. Un train express qui desservira plus de gares, puisqu'on a la nécessité aussi de répondre à la demande de la population, c'est-à-dire d'avoir un train qui puisse permettre de voyager entre différentes gares, pas simplement entre Yaoundé et Douala. Donc on aura un certain nombre d'arrêts qui restent à déterminer et à décider par le ministère. Diligence à la vitesse du train. 3 arrêts déjà décidés par le ministère des Transports. EDA, EZECA et Macac. Du côté technique et confort, l'essentiel est bouclé. La modernisation de 11 voitures avec des rajouts, notamment la climatisation, des prises électriques et l'acquisition des locomotives. Nous avons fait quelques tests en grandeur nature avec des voyages d'essai. Donc la rame est fiable techniquement et même sur tous les aspects de sécurité. Quelques voyages d'essai ont permis de conclure positivement la garantie qualité et sécurité. Début des voyages très bientôt. Les organes de la Sonamine affichent désormais complet avec la nomination du président du conseil d'administration, directeur général et directeur général adjoint. Le tout premier directeur général de la Société nationale des mines du Cameroun depuis cet après-midi est Serge Hervé Boyogeno, celui qui jusqu'ici occupait les fonctions de directeur des mines au ministère des Mines et du Développement technologique devra désormais présider aux destinées de la société en charge des mines du Cameroun. Le directeur général adjoint de la dite entreprise d'État est M. Frou Jonathan, ancien secrétaire général du MINMIT et donc ex-patron de l'actuel DG. Cet administrateur civil hors échelle aura roulé sa bosse dans plusieurs administrations, notamment le ministère des Marchés publics en qualité d'inspecteur général et au ministère des Transports comme directeur des Affaires générales. Cette équipe de direction sera supervisée par Moussa Blaise, qui jusqu'ici occupait les fonctions de directeur des Affaires générales au ministère de la Fonction publique et de la réforme administrative. En les installant, ce jour, le ministre Gabriel Dodon-Doké a prescrit à la nouvelle équipe de se mettre résolument au travail dès leur nomination. En économie, toujours, le dispositif d'appui de la compétitivité du Cameroun poursuit son projet d'amélioration de la compétitivité de l'économie dans notre pays en créant un climat propice aux affaires qui permettra au secteur privé d'être encore plus performant. Ce vendredi à Douala, lors d'un comité de pilotage, l'institution pilotée par le ministère de l'économie et la planification du territoire en partenariat avec l'Union européenne, une fois de plus réunis les chefs d'entreprise pour discuter autour des difficultés économiques actuelles, parfois liées à la crise du Covid-19. Je vous suggère d'écouter tour à tour Strasford Pédier, président du comité de suivi opérationnel du DACC, et Proté Ayama, co-président du comité de suivi, par ailleurs président de ECAM. Ils s'expriment tous au micro de Marius Koussou. Le DACC est principalement un projet d'assistance technique. Donc, il vise à renforcer les capacités des entreprises en leur offrant des services qui peuvent être des services financiers, non financiers, essentiellement non financiers. Donc, c'est renforcer la gestion des entreprises, renforcer leur capacité de production et renforcer également leur possibilité de monter des business plans. Ça, c'est le premier objectif et donc leur donner la possibilité d'avoir des informations sur les marchés extérieurs. Bien entendu, en leur donnant la possibilité d'avoir des informations sur le marché extérieur, le DACC va leur permettre de conquérir de pertes de marché au niveau national, au niveau de la sous-région et particulièrement au niveau de l'Union européenne. Voilà, donc le DACC, le volet financier a été associé au DACC. Bien entendu, compte tenu de besoins, du diagnostic qui a été fait des besoins des entreprises au niveau national, le DACC a associé au volet non financier un volet financier réparti en 2 composantes. La première composante, c'est qu'une partie du financement du DACC a été affectée dans le cadre avec l'Union européenne, dans le cadre d'une initiative de l'Union européenne évidemment, pour mobiliser jusqu'à 16 milliards de francs CFA au profit des entreprises, des PME et des très petites et moyennes entreprises. Vous avez vu que le secteur privé est intimement impliqué dans le dispositif d'appui à la compétitivité.
contrairement à ce qui se faisait par le passé. C'est pour être sûr, justement, le secteur privé veille à ce que les intérêts du secteur privé soient entièrement pris en compte. Nous avons dans ce comité le CHICAM, ECAM, MECAM, la plupart des associations représentatives du secteur privé. C'est pour mieux porter la voix des entreprises. Cette note triste au bas de ce journal, ce vendredi a eu lieu la levée de corps d'Hilary Peul, plus connue sous le pseudonyme d'Obama Fashion. Cette levée de corps qui s'est déroulée à la morgue de l'hôpital Akintini de Douala a drainé du monde. Parmi ces hommes et femmes venus pleurer une dame de cœur partie trop tôt, l'ensemble de son personnel abattu par le malheur qui les a frappés le 1er mars 2021, date de décès de la promotrice de l'Institut de beauté Obama Fashion. Le compte rendu de cette levée de corps avec Junior Ossan et Henri Tinda. Au grand cœur, c'est une maman. Elle a le cœur maternel. Elle nous a pris tous comme ses enfants. Elle nous a logés, elle nous a nourris. Maman nous a appris à chercher, bosser. Parce que si je suis quittée d'où j'étais, sans rien, aujourd'hui on me connaît grâce à Obama Fashion. Hilary Obama Fashion, tu nous as fabriqué comme tu avais toujours l'habitude de le dire. Donc aujourd'hui, je peux travailler avec assurance. Tu nous as appris à valoriser vraiment le métier. Donc vraiment, merci encore pour ça. Nous sommes reconnaissants. Repose en paix, ma mère. Une dame au grand cœur qui a travaillé pour la culture camerounaise, pour le développement de la beauté au Cameroun. Et c'est vraiment triste parce que c'est une dame qui a reçu presque tous les artistes du monde entier. Queenia Jacqueline, dit Hilary Peul, plus connue sous le pseudonyme d'Obama Fashion, a longtemps été un partenaire majeur de Canal 2 International. La télévision verte, toujours à ses côtés, l'accompagnera jusqu'à sa dernière demeure. L'inhumation de cette vedette de l'esthétique au Cameroun est prévue ce week-end à Baganté, à l'ouest du Cameroun. Repose en paix, brave dame. Et les funérailles du prince Philippe, époux de la reine Elisabeth II, auront lieu demain, samedi. Les médailles et décorations lui ont été conférées par le Royaume-Uni et les pays du Commonwealth. Dans un communiqué révélé par Buckingham Palace, certains ajustements témoignent de la volonté d'afficher le visage d'une famille royale unie. Le point avec Maurice Haïssi, notre correspondant sur place. À la veille des obsèques du prince Philippe, les préparatifs vont bon train au château de Windsor. Les funérailles du prince Philippe se dérouleront demain dans la stricte intimité. L'époux de la reine Elisabeth II est mort vendredi dernier à l'âge de 99 ans. En raison des restrictions liées au Covid-19, seuls les membres de la famille proche seront autorisés à y assister. À noter quand même que des centaines de militaires des différents corps de l'armée anglaise prendront part au cortège funèbre. Un véhicule Land Rover spécialement conçu par le prince Philippe transportera son cercueil. Depuis hier, le palais de Buckingham a révélé le déroulement des obsèques. Comme toute la famille, la reine Elisabeth II sera elle aussi masquée. Le prince Harry et son frère William, qui sont les deux fils du prince Charles, marcheront sur la même ligne pour suivre le cercueil de leur grand-père. En revanche, Peter Phillips, leur cousin, prendra place entre les deux frères pour essayer d'apaiser le climat de tension qui règne au sein de la royauté. Une fois le cercueil dans la chapelle Saint-Georges, le prince William, deuxième dans l'ordre de succession au trône, entrera avant son frère Harry. Ensuite, les membres de la famille royale arriveront par deux. À noter que personne de la famille royale ne portera l'uniforme militaire comme le veut la tradition. Une fois de plus, pour éviter que le prince Harry et Andrew, tous les deux en retrait de la monarchie, ne soient les seuls à être en tenue civile. Tous ces changements au protocole habituel ont pour but de faire oublier les dissensions au sein de la principauté. C'est donc la première fois que le prince Harry sera de retour sur le sol britannique après sa mise en retrait de la monarchie il y a un an. Le mois dernier, la famille royale était accusée de racisme par Meghan Markle, ce qui a suscité une onde de choc au Royaume-Uni et dans le monde entier. Restée aux États-Unis, l'épouse du prince Harry ne fera pas le déplacement. Sur les conseils de son médecin, cette dernière est enceinte d'un deuxième enfant. Avant sa mort, le prince Philippe a personnellement choisi l'insigne qu'il portera pour ses funérailles. Les médailles et les décorations lui ont été conférées par le Royaume-Uni et les pays du Commonwealth avec ses ailes de la Royal Air Force et le bâton du maréchal.
Voilà qui fait l'essentiel de l'actualité ce soir. Au nom de toute l'équipe de production de ce journal, je vous dis merci d'avoir suivi. Retrouvez demain Yasser Trézotanon pour les éditions du week-end. Passez donc un très bon week-end sur notre antenne. Je vous retrouve lundi 19h50. Bonsoir.